À la première de Broadway, un milliardaire philanthrope se fige lorsqu'il entend un jeune artiste sur scène réciter de la poésie qu'il avait écrite en privé après avoir perdu l'amour de sa vie. Après la représentation, il s'approche pour demander comment les poèmes ont été découverts. Le comédien répond chaleureusement « Ma mère gardait ses poèmes cachés, disant toujours qu'ils étaient la seule trace de mon père. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au moment où ils entraient dans le théâtre, Cameron Langford regrettait d'avoir dit oui. Des sièges en velours rouge, des lustres étincelants, le brouhaha des conversations d'avant-spectacle, tout évoquait la nostalgie pour ceux qui croyaient encore aux rêves et au pouvoir des monologues, des choses auxquelles il avait renoncé il y a des décennies. Crystal, par contraste, semblait venir d'apprendre qu'elle allait rencontrer la royauté. Son téléphone était déjà sorti, cherchant le meilleur décor pour selfie, les lèvres pincées de cette manière étrangement parfaite qu'elle adoptait quand elle voulait avoir l'air surprise et ravie à la fois. « Cet endroit est mignon », murmura-t-elle en prenant une autre photo et en ajoutant un filtre avant même que Cameron n'ait eu le temps d'enlever son manteau. « Tu es déjà allé à un truc comme ça ?» Il haussa les épaules et remit son billet à l'huissier. Une fois que la production de « Death of a Salesman » de Harvard s'était arrêtée à l'entracte, parce que le vendeur était trop accessible, elle éclata de rire d'une voix haute et enjouée, lui indiquant qu'elle n'avait pas compris la blague mais appréciait son rythme. Il ne s'en offusqua pas, c'était leur accord. Elle aimait la façon dont il s'exprimait, lui, la manière dont elle le faisait se sentir un peu moins comme un vieil homme au bord de planifier son héritage. Ils s'installèrent dans leur siège, 4e rangée, au centre, trop près pour être confortable. Cameron ajusta ses manchettes, vérifia son téléphone, puis l'éteignit à contre-cœur. Crystal glissa le sien dans sa pochette à sequins avec la même révérence habituellement réservée aux nouveau-nés. Les lumières s'estompèrent, des applaudissements retentirent, le rideau se leva. Pendant les 40 premières minutes, Cameron parvint à rester modérément captivé. La production s'appelait Urban Echo, une sorte d'expérience hybride mêlant performance de spoken word et art, avec beaucoup de jeux de lumière et de paysages sonores, des acteurs lançant des répliques comme s'ils faisaient des ricochets sur le trauma. Il admirait l'ambition plus que l'exécution. Pourtant, il restait calme, il avait déjà assisté à des présentations d'Hippo plus déroutantes que celle-ci. Mais dès le 2e acte, tout changea. Un seul artiste monta sur scène, jeune, peut-être 17 ou 18 ans, mince, aux traits aigus et doté d'un magnétisme indéniable. Aucun costume, juste un jean noir et un t-shirt. Il se tenait au centre de la scène, les lumières se resserrant jusqu'à ce que le reste du décor devienne flou derrière lui. Puis il se mit à parler. Ce n'était pas la façon dont il livrait le texte qui surprit Cameron, mais les mots. Les premières lignes résonnèrent comme des échos lointains. Il reconnut la cadence, mais l'ignora jusqu'à la 2e strophe. Ses mains se figèrent sur les accoudoirs, à la 3e, il ne respirait plus normalement. Les mots, ils n'étaient pas seulement familiers, ils étaient les siens. Ces lignes, ces poèmes, ceux qu'il avait écrits dans des carnets pendant la période la plus sombre de sa vie, quand tout ce qu'il aimait s'était effiloché. La plupart n'avaient jamais été partagés, quelques-uns avaient été sauvegardés dans un fichier sur un vieil ordinateur portable qu'il avait supposé s'être écrasé avec le reste de sa vingtaine. Mais les voilà, se déversant par la bouche d'un adolescent sur une scène de Broadway, livrés avec précision et âme. Chaque pause correspondait à son propre rythme, chaque coupure de verre reflétait celle sur lesquelles il avait longuement médité, en pleine nuit, assis par terre dans un studio exigu, ivre de chagrin et de mauvais whisky. Ce n'était pas possible, mais c'était en train d'arriver. Au dernier verre, Cameron serrait une serviette de cocktail, ses mains humides et tremblantes. Crystal se pencha et murmura quelque chose qu'il ne put saisir. Dès que le projecteur s'estompa et que les applaudissements montèrent, il se leva et tituba dans l'allée. Quelques têtes se tournèrent, mais il s'en fichait. Il atteignit le hall tel un homme fuyant un immeuble en feu. L'air semblait rare, les murs trop proches. Il pressa la serviette contre son visage pour reprendre son souffle. Quelqu'un lui proposa une menthe, mais il refusa d'un geste de la main et se dirigea vers la porte des coulisses, se fiant à son instinct, poussé par une force qu'il ne comprenait pas et ne voulait pas analyser pour le moment. Un bénévole bloqua son passage. « Désolé, monsieur, les invités ne sont pas ?» « Je suis Cameron Langford, » dit-il, sortant son portefeuille et montrant une pièce d'identité comme s'il essayait d'entrer dans un club. « Dites à la personne responsable que je finance plus d'initiatives artistiques que le maudit National Endowment. » Le bénévole cligna des yeux. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire. » Cameron n'attendit pas et se glissa,
passant devant, dans un couloir étroit bordé de loges, ouvrant plusieurs portes. Quelques acteurs surpris levèrent les yeux, l'un d'eux encore en train de sortir à moitié d'un costume. Il continua. Au bout du couloir, il entendit un rire léger, taquin, totalement impassible. Il ouvrit la dernière porte. Le gamin de la scène, Miles, se tenait devant un miroir encombré, sirotant quelque chose de rose dans un gobelet à smoothie, téléphone en main, les pieds sur une chaise. Lorsqu'il vit Cameron, il ne parut ni choqué ni alarmé, juste curieux. « Salut », dit Miles. « Je ne pensais pas que tu reviendrais ici, d'habitude la sécurité est plus stricte. » Cameron prit une inspiration, ignorant la tension dans sa poitrine. « D'où viennent ces mots ?» Miles cligna lentement des yeux, comme si la question l'ennuyait. « Les poèmes ? Ma mère les gardait, dans une boîte à chaussures. Elle disait toujours qu'il venait du seul homme qui avait brisé son cœur. » Cameron le regarda, la bouche ouverte puis refermée, cherchant une phrase qui aurait du sens. Miles prit une autre gorgée. « Pourquoi les as-tu écrits ?» Cameron hocha lentement la tête. « Qui est ta mère ?» Le gamin sembla surpris, mais pas de façon dramatique, plutôt comme quelqu'un essayant de comprendre le punch d'une blague étrange. « Harper Lang. » La main de Cameron se posa contre le mur pour se stabiliser, ses genoux fléchissant. « Elle gardait mon nom » marmonna-t-il, puis tout vacilla et s'évanouit. La dernière image qui lui fut celle d'une étagère de costumes à plumes se balançant vers lui, avant que le monde ne se retourne sur lui-même. Cameron reprit conscience avec une douleur sourde derrière les yeux et une légère odeur de colle dans le nez. L'éclairage au-dessus était trop chaud, trop artificiel, et quelque chose reposait maladroitement sur son épaule. Il se redressa lentement et tendit la main pour l'attraper, un petit chapeau scintillant, accroché à son blazer, manifestement victime de sa chute. Sa veste était chiffonnée, le pack de glace sur son front déjà à moitié fondu, et sa cravate s'était déplacée en une diagonale malencontreuse à travers la pièce. Un adolescent était assis en tailleur sur une chaise de maquillage, envoyant des textos d'une main et mangeant d'un sachet croustillant de chips à la crème aigre de l'autre. « Content de te voir en vie », dit Miles sans lever les yeux. « On m'a dit de te garder conscient, mais je me suis dit que les chips comptaient comme un outil médical si la situation devenait grave. » Cameron retira le chapeau et le déposa. « Est-ce que je me suis évanoui ou suis-je mort ? Tu as un peu plongé tête la première dans un rack de veste à sequins. Franchement, c'était plus gracieux que ce à quoi je m'attendais. » Cameron appuya le pack de glace fondant contre sa tempe et tenta de comprendre la soirée. Les poèmes, Harper, Miles, l'incroyable twist de voir la pire douleur qu'il ait jamais écrite être interprétée mot pour mot par quelqu'un qui semblait à peine avoir l'âge de conduire. Maintenant que l'adrénaline s'était dissipée, tout semblait encore plus irréel. Il jeta un autre coup d'œil au gamin, qui paraissait toujours totalement imperturbable. Il n'avait rien de raide ou de formel, clairement intelligent, probablement casse-pied et bien trop à l'aise avec des hommes adultes qui s'évanouissent dans une loge de costumes. Cameron se déplaça sur son siège et sortit son téléphone, faisant défiler ses contacts jusqu'à trouver Sadie, son assistante, et passa un appel. Monsieur Langford vint la voix à l'autre bout, toujours mi-amusée, mi-inquiète. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Harper Lang. Pas un résumé, les œuvres, où elle a vécu, travaillé, combien de temps elle a été à New York, si elle s'est mariée, tout. » Il y eut une pause. « D'accord, est-ce que je peux te demander pourquoi ? » « Non, » répondit-il en regardant Miles retourner la poche de chips pour en attraper les miettes. « Dépêche-toi » termina-t-il l'appel et rangea son téléphone. Miles leva enfin les yeux. « Ça va » demanda-t-il en brossant la poussière ébréchée de ses paumes. « On dirait que tu as vu un fantôme avant de t'effondrer. »« Peut-être bien » dit Cameron. Miles haussa un sourcil mais ne poussa pas davantage. Il se leva, s'étira et attrapa un sweat à capuche accroché à un porte-manteau. « Bon, si tu as fini ta syncope, je vais retrouver quelques amis pour manger des dumplings. Tu peux te joindre à nous, mais je te préviens, ce sont surtout des gamins de théâtre et un type qui ne parle qu'en citation shakespearien. » Cameron cligna des yeux. « Tu ne veux pas parler des poèmes ?» Miles haussa les épaules. « Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ils sont magnifiques. Ma mère les gardait comme des trésors. J'en ai mémorisé la moitié sans effort. J'ai toujours pensé que celui qui les avait écrits devait vraiment y croire. » Il s'arrêta à la porte, ressortit son téléphone. « En tout cas, merci de ne pas être mort dans ma loge, ça aurait été une histoire étrange à raconter aux gens. » Cameron le regarda partir, puis resta immobile longtemps. Sa tête pulsait encore, mais ce n'était là que le moindre de ses problèmes.
Il tenta d'imaginer Harper en mère, d'imaginer ce qu'elle avait dû être à 30, 35, 40 ans. Elle avait eu 23 ans lorsqu'ils s'étaient séparés, lui, arrogant, impatient, se frayant un chemin dans le monde de la technologie avec rien d'autre que du code et de la caféine. Elle avait voulu quelque chose de plus lent, de plus doux, du théâtre, de la poésie, de petits appartements aux murs écaillés et aux mugs dépareillés. Ils se rappelaient clairement leur dernière nuit, une dispute dans leur cuisine partagée, sa voix trop forte, son silence trop glacial. Elle était partie avant l'aube, n'emportant qu'un sac de sport et un journal. Lui, il s'était jeté dans le travail après, lançant sa première application 6 mois plus tard, suivi des levées de fonds et d'une notoriété passagère. Il se persuadait que tout avait bien marché. Il avait gagné, il avait l'argent, la célébrité, les couvertures de magazines, les conférences TED. Il n'avait pas pensé à elle pendant des années. Ce fut un mensonge, bien sûr, il était juste devenu meilleur pour faire semblant. 2 heures plus tard, Sadie lui envoya un texto. Harper Lagne a vécu dans le Bronx, enseignait le théâtre dans un centre communautaire, puis au PS 341, est décédée il y a 5 ans. Cancer. Jamais marié. A élevé un fil. Une photo suivie. Harper, dans la trentaine, souriante sur la scène d'un auditorium d'école, les bras enroulés autour d'un gamin frêle tenant un trophée en carton fait maison. Miles et Cameron restèrent là, à la contempler, jusqu'à ce que le téléphone de Cameron s'éteigne. Puis il regarda par la fenêtre. La loge était vide, l'immeuble commençait déjà à s'assombrir pour la nuit. Il se sentit étrange, comme s'il planait au-dessus de lui-même, observant une version de sa vie qu'il ne reconnaissait pas, une chronologie parallèle où il avait dit quelque chose de différent, pris une autre décision et se retrouvait à tenir un enfant dans un auditorium d'école au lieu d'échanger des conseils boursiers avec des capital risqueurs à Aspen. L'idée de dire la vérité à Miles tordait quelque chose de profond dans son estomac. Cela n'arrangeait rien que le gamin ait plus de charisme dans la poche de son sweat que Cameron n'en avait lors de sa dernière réunion du conseil d'administration. Il était intelligent, confiant, agaçant, imperturbable. À quoi ressemblerait le fait de lâcher toute cette histoire de « je pourrais être ton père » sur quelqu'un comme lui? Il rirait ou, pire, il se soucierait. Cameron n'était pas fait pour ce genre d'attention. Il peinait déjà à suivre ses neveux, il n'avait pas appelé sa sœur depuis mars. L'idée d'avoir soudainement un fils, pas seulement en théorie mais une personne vivante et parlante avec des opinions et une obsession des smoothies, semblait absurde. Pourtant, il ne pouvait s'en détacher. Le lendemain, il se rendit au théâtre jeunesse sous le prétexte de discuter d'un don. Miles y était, à moitié endormi sur un fauteuil beanbag, casque sur les oreilles. Lorsqu'il aperçut Cameron, il se redressa. « Le papa du silicium est de retour », dit-il en souriant. « Je suis là pour financer nos projecteurs ou pour dénicher de jeunes talents pour tes projets de milliardaire diabolique. J'envisageais de sponsoriser ton programme. » Cameron ajusta les manches de sa veste. « Mais pas si c'est le ton que tu veux adopter. » Miles se leva et s'approcha, les mains dans les poches. « D'accord, je serai très reconnaissant et profondément touché, juste ne me demande pas de nommer une aile de théâtre en ton honneur. » Ils finirent par se rendre à un deli proche, l'un de ces endroits aux tables collantes et aux menus plastifiés qui n'avaient pas été mis à jour depuis 2009. Miles commanda avec assurance, tandis que Cameron tentait de suivre, pour finalement se retrouver avec un sandwich rempli de radis. Ils parlèrent, ou plutôt, Miles parla et Cameron écouta de l'école, de comment les gamins de théâtre étaient dramatiques dans le pire et le meilleur des sens, de comment sa mère lisait de la poésie à haute voix tout en pliant le linge. Cameron ne dit pas grand-chose. Mais de temps en temps, il glissa un commentaire, généralement sarcastique, parfois sincère. Il corrigea la prononciation de Miles pour « Sanctici », déclenchant un débat de 10 minutes qui dériva vers des références cinématographiques et des prises de position grammaticales enflammées. À un moment donné, Miles essuya la table avec sa serviette comme s'il nettoyait une blessure. « Tu me fais un peu penser à moi si j'avais grandi avec de l'argent et hérité d'une compagnie satellite. » Cameron cessa de mâcher. Tu as ce curieux mélange d'émotions réprimées et de poésie secrète, dit Miles en mettant un fruit dans sa bouche. Cameron ne répondit pas immédiatement, il prit une serviette et commença à la plier en quelque chose, une vieille habitude de longues réunions. Après un instant, il dit « Je ne sais pas si c'est un compliment ou un avertissement. » Les deux, répliqua Miles en engloutissant son fruit. Ils terminèrent leur repas dans un silence étrangement confortable. Miles sortit à nouveau son téléphone et envoya une série de messages, puis releva les yeux. « Alors, tu vas vraiment financer notre programme d'été ou c'était juste une démonstration bizarre ?»
Je vais y réfléchir, répondit Cameron. Miles sourit. Tu imagines déjà ton nom sur la brochure, n'est-ce pas? Cameron secoua la tête, mais quelque chose de nouveau se cachait derrière son silence. Pas de souci, exactement, c'est plutôt une prise de conscience, comme si j'étais entré dans une conversation que je n'avais pas l'intention d'entamer et dont je ne savais pas comment conclure. Cameron n'avait pas prévu d'apprécier un déjeuner avec un adolescent, encore moins de passer la semaine suivante à y penser. Quelque chose chez Miles l'avait marqué, non seulement la ressemblance ou les poèmes, mais le rythme de ses pensées, son esprit sec, la façon dont il traversait le monde comme s'il s'agissait d'une performance élaborée qu'il avait déjà vue. Cameron avait toujours imaginé la paternité comme quelque chose d'abstrait et de lointain, un chapitre du livre de quelqu'un d'autre. Mais désormais, en relisant le sien, il se rendait compte que quelques pages cruciales avaient été arrachées et envoyées à quelqu'un d'autre sans son autorisation. Ce matin-là, il regarda pour la 4e fois un extrait vidéo de la dernière performance de Miles. La voix du gamin ne faisait pas que faire écho au passé, elle l'affûtait, le rendait plus fort. Cameron pouvait presque entendre Harper lire ces mêmes lignes en buvant du thé dans leur minuscule appartement de Chicago, les pieds repliés sous elle sur leur vieux canapé d'époque. Elle disait que les mots étaient comme des couteaux de cuisine. Ils n'étaient pas mauvais en soi, à moins de ne pas savoir comment les manier. Observer Miles les manier maintenant, c'était comme se faire éviscérer doucement. Il ferma la vidéo, se frotta la mâchoire et ouvrit un tiroir de bureau. Sous des reçus et une balle anti-stress en forme de cœur, se trouvait un kit d'ascendance recouvert de film plastique que Sadie avait commandé discrètement le lendemain de son évanouissement en coulisses. Cela ressemblait plus à un cadeau insolite qu'à un test médical. L'emballage, gai et étrangement coloré, semblait inclure une surprise à l'intérieur. Cameron le regarda pendant une minute entière avant de le fourrer dans un sac cadeau et de prendre la route à travers la ville. Il se répétait que ce n'était pas mentir, pas exactement, juste un raccourci vers la vérité. Et si ce n'était pas la vérité, tant pis, au moins il saurait, au moins il pourrait arrêter d'attendre que la clarté tombe du ciel. Miles ouvrit la porte, pieds en chaussettes et un t-shirt sur lequel était inscrit « Je ne fréquente que des gens qui argumentent en phrases complètes ». Il avait l'air amusé dès qu'il vit le sac cadeau. « Je te jure, si c'est une bougie parfumée, c'en est fini de nous. » Cameron entra. « Ce n'est pas une bougie, c'est un parrainage. Parce que si c'est un parrainage, je vais pleurer exprès. » « Non, ça non plus, juste quelque chose que je pensais que tu trouverais intéressant. » Miles sortit la boîte et la retourna dans ses mains. « C'est quoi, ce kit d'ADN d'ascendance? Tu essaies de me cloner? C'est censé être cool, apparemment. » Cameron dit, déjà regrettant ses paroles, « Ça te dit d'où viennent tes ancêtres, parfois tu fais des surprises. » Miles haussa un sourcil. « Tu es secrètement passionné par l'eugénisme? Devrais-je m'inquiéter? » Cameron esquissa à moitié un sourire. « Tu n'es pas obligé de le faire. »« Je ne le ferai certainement pas, » répliqua Miles en jetant la boîte sur le canapé. « Je sais déjà que je suis moitié dominicain, moitié gamin de théâtre, tout autre mélange compliquerait juste mon image de marque. » Cameron acquiesça et s'affala dans le fauteuil en face de lui. « D'accord, » dit Miles, l'observant un instant comme s'il attendait autre chose. Quand rien ne vint, il changea de sujet. « Ce soir, il y a un battle de spoken word, tu devrais venir. » Cameron leva les yeux. « Tu continues de dire que tu veux soutenir les arts. » Miles ajouta, « Eh bien, nous sommes les arts, sauf qu'on jure plus. » Cameron acquiesça, principalement par culpabilité. Il laissa la boîte d'ascendance telle qu'elle et passa l'après-midi à arpenter son bureau. Sadie le surprit, debout devant la fenêtre, la cravate à moitié défaite, marmonnant pour lui-même, on dirait un homme qui essaie de demander à quelqu'un de l'inviter au bal. « Je réfléchis, » pensa Cameron. « Tu es Mossad, il y a une différence. » Elle lui tendit un dossier et attendit à l'intérieur. Il contenait des notes dactylographiées, des photocopies des anciens dossiers d'emploi de Harper, en bas, une confirmation de paternité. Elle avait trouvé une brosse à cheveux dans un box de stockage qu'Harper avait autrefois loué et l'avait fait correspondre à un échantillon ADN que Cameron avait fourni des mois auparavant pour une vérification de sécurité sans lien. « C'est ton fils ?» dit-elle doucement. Cameron resta silencieux longtemps. Lorsqu'il releva enfin les yeux, Sadie était déjà en train de mettre son manteau. « Tu m'avais dit une fois que tu ne voulais rien transmettre, » dit-elle. « Peut-être est-ce la partie que tu... » Le lieu de cette soirée était plus petit que ce à quoi je m'attendais, reprit-elle. La salle, au 2e étage, au-dessus d'un café aux tuyaux apparents et aux guirlandes lumineuses suspendues au plafond, avait des chaises dépareillées et le public était bruyant.
Quelqu'un lui offrit un scone qu'il ne voulait pas. Il s'installa à l'arrière, pratiquement inaperçu, tandis que les interprètes se succédaient avec des poèmes sur le chagrin d'amour, l'injustice raciale, la santé mentale et l'amour, le vrai amour, désordonné et maladroit, pour lequel il fallait se battre. Puis Miles monta sur scène. Il ne se renia pas, il ne regarda personne, il commença simplement. Le morceau s'intitulait « Phaser Theory » et c'était tout sauf ce qu'il avait vu auparavant. Celui-ci avait des dents. Il n'était pas vraiment en colère, mais il avait un pouls, un courant de frustration juste sous la surface. En quelques secondes, il passa de l'abstrait au personnel. Il y avait des vers que Cameron savait être à son sujet, des lignes qui décrivaient l'absence comme un héritage, peignant l'espace entre ce qui était et ce qui aurait pu être. C'était brut, intelligent, drôle par moments, mais aussi brutal. Le genre de poème qui ne laisse personne applaudir à la fin parce qu'il faut un instant pour reprendre son souffle. Cameron n'attendit pas les applaudissements. Il se glissa dehors avant que le dernier vers ne retentisse. Lorsqu'il atteignit le trottoir, sa poitrine était serrée, non pas de tristesse mais de honte. Il avait passé tant d'années à courir après tout ce qu'il pensait lui être indispensable, des levées de fonds, des sièges au conseil, des gros titres et voilà qu'un adolescent de 17 ans, qui n'avait rien demandé, se retrouvait à porter son fardeau. Et il ne l'avait même pas su, son téléphone avait vibré alors qu'il marchait, un message de Crystal. « Où étais-tu? Qui est ce gamin? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Apparemment, quelqu'un avait trouvé la vidéo de la performance ou peut-être que les sites de tablettes en avaient eu vent. Cameron ne répondit pas. Il repartit à la pentouse, la trouva déjà en train de faire ses valises, et la laissa partir avec la carte, sans dispute, sans discours, juste un hochement de tête silencieux. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, il resta longtemps dans la cuisine, les fenêtres grandes ouvertes, la ville bourdonnant en contrebas comme toujours. À un moment donné, il cessa de répéter ce qu'il allait dire et décida simplement d'être présent. Miles vivait dans un modeste appartement du Bronx, au 2e étage, avec la peinture qui s'écaillait autour du cadre de la porte. Cameron sonna et attendit, incertain de savoir si c'était du courage ou de la folie. Lorsque la porte s'ouvrit, Miles sembla surpris, puis méfiant. « Je connaissais ta mère, » dit Cameron. « Il y a longtemps, je pense que je suis ton père. » Miles le regarda, comme s'il n'avait pas entendu. « Hein? Tu crois que je suis ton fils ?» Il n'y eut ni halètement dramatique, ni accolade larmoyante. Miles cligna des yeux une fois, dit « Non » et referma la porte. Le claquement n'était pas violent, mais le déclic était assez net. Cameron resta un instant sur le seuil, puis se retourna et retourna dans la rue, rejouant chaque seconde de la semaine écoulée dans sa tête. Peut-être avait-il tout raté, peut-être avait-il attendu trop longtemps, ou peut-être la porte avait-elle simplement eu besoin de temps. Quoi qu'il en soit, il n'allait nulle part. La porte était restée close pendant 5 jours, jours qu'il avait comptés sans même y penser. Il n'était pas venu le premier jour, supposant que Miles avait besoin d'espace. Le deuxième jour, il envoya un court texto. « Si tu veux parler, je suis là. » Le troisième jour, il ajouta un suivi. Ou crie « C'est comme tu veux. » Mais le quatrième jour, il n'y eut plus aucun message, et le 5e jour, Cameron cessa de faire semblant de travailler et ouvrit son ordinateur pour commencer un poème. Le résultat fut bancal, maladroit, plein de lignes qui ne menaient nulle part et de métaphores qui s'effondraient à mi-chemin. Il fixa l'écran pendant 1 heure, effaça tout et retourna sur le canapé où il vivait depuis le départ de Crystal. Il n'avait pas rasé sa barbe depuis plus d'1 semaine, ses cheveux avaient commencé à faire leur propre révolution, bouclant aux extrémités en défi des produits capillaires et de la décence. La gouvernante avait commencé à laisser des bols de fruits çà et là, comme une sorte d'intervention nocturne, tandis qu'il alternait entre les plateformes de streaming, regardant à moitié des comédies romantiques pourries aux intrigues toujours conclues par un baiser sous la pluie, sans qu'aucun ne l'aide. Quelques-uns aggravèrent même la situation. L'un d'eux mettait en scène un père poète qui se réconciliait avec sa fille par leur amour commun pour le haïku. Cameron ne tint pas plus de 20 minutes avant de refermer son ordinateur portable et de fixer le plafond. Ce n'était pas seulement la culpabilité, c'était autre chose, quelque chose de plus lent et silencieux, comme la prise de conscience qu'une porte dont il ignorait l'existence était restée ouverte tout ce temps, et qu'il découvrait désormais ce qu'il avait manqué derrière elle. Il n'avait pas su qu'Harper était enceinte, il n'avait pas su pour Miles. Mais maintenant qu'il le savait, l'absence semblait immense. Lorsque frappa à la porte le 6e matin, il s'attendait à y trouver Sadie. Mais à la place, il ouvrit et vit Miles, debout, tenant une tasse en papier d'une main et une enveloppe en manille sous l'autre bras.
Il avait toujours cette allure décontractée, mesurée, légèrement fatigué. Sans un mot, Cameron recula et fit signe vers le bureau. Miles entra lentement, observant l'endroit comme s'il découvrait une planète étrangère. « Tu as l'air terrible », dit-il en s'asseyant sur le bras d'un fauteuil en cuir. « Merci », murmura Cameron en se dirigeant vers le bureau. Il y eut une pause. Miles lui tendit le café, puis posa l'enveloppe sur la table. « Je ne suis pas là pour crier, » dit-il, « mais je veux savoir pourquoi tu as attendu. Pourquoi tu n'as rien dit à l'époque, sachant qui était ma mère? Pourquoi as-tu disparu ?» Cameron s'assit lourdement, posant ses mains sur le bureau. La question n'était pas hostile, elle était simplement là, et cela le rendait encore plus difficile à exprimer. « Je n'ai pas disparu, » dit-il. « Elle est partie. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Si je l'avais su... » Il s'arrêta. Cette phrase avait toujours semblé bon marché, comme si savoir transformait automatiquement une personne en quelqu'un de meilleur. Il en savait beaucoup sur la vie et faisait encore de terribles choix. Elle est partie parce que je n'étais pas la bonne personne. Pas alors, j'étais trop concentré sur ce que je pensais devoir devenir. Je n'écoutais pas, je n'étais pas présent. On s'est disputé une dernière fois et puis elle a disparu, et j'ai enterré cette partie de ma vie. Je m'étais convaincu que c'était mieux ainsi, que peut-être elle était mieux ainsi. Miles ne répondit pas. Il prit l'étiquette sur la tasse de café. Cameron continua, incertain s'il tentait d'expliquer ou de se confesser. C'était la seule personne à qui j'avais vraiment ouvert mon cœur. Et quand je l'ai perdue, j'ai tout simplement changé de direction, gagné de l'argent, créé des entreprises, maîtrisé des choses qui n'ont que peu d'importance quand on est seul à la fin de la journée. Elle ne t'a jamais traité de salaud, dit soudain Miles. Cameron leva les yeux. Elle ne t'a jamais traité de tous les noms, ni dit que tu étais un imbécile. Quand je lui demandais, elle disait juste qu'elle m'aimait du mieux qu'elle pouvait, et c'est encore de l'amour. La pièce retomba dans un silence différent, un silence presque tangible. Cameron ne savait pas quoi répondre, comment être à la hauteur de la version de lui-même que Harper avait laissée dans l'esprit de son fils. Je me suis toujours demandé, ajouta Miles, quand j'étais enfant, j'inventais des histoires, comme peut-être que tu étais un espion ou un écrivain célèbre. Puis, en grandissant, ça s'est transformé en truc du genre. Peut-être qu'il est barman au Portugal ou professeur de philosophie qui ne croit pas au téléphone, des bêtises. Cameron sentit quelque chose se coincer dans sa gorge, et hocha la tête au lieu de répondre. Au bout d'un moment, il attrapa l'enveloppe en manille et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient quelques impressions, l'ancienne photo de Harper, une photocopie de son emploi du temps de cours du programme théâtral qu'elle enseignait, ainsi qu'une page arrachée d'un journal, daté d'environ 1 an avant la naissance de Miles. Simplement une liste de mots écrits de sa main, dont certains étaient barrés. « Tu serais un bon père si tu arrêtais d'essayer d'être quelqu'un d'autre d'abord, je pense qu'elle voulait te le dire, » dit Miles. « J'étais fier aussi, » admit Cameron, mais pas pour quelque chose qui importait vraiment. Ils restèrent là un moment, l'air entre eux n'étant ni tout à fait confortable ni trop glacé. Finalement, Miles se leva. « J'ai un spectacle le mois prochain, » dit-il, la performance finale des seniors. Je réécris mon morceau, une nouvelle fin. Cameron le regarda. Tu veux que je vienne? Tu étais invité la première fois, je ne le savais pas encore, répondit Miles en se dirigeant vers la porte, hésitant puis se retournant. Au fait, j'ai parlé du kit ADN à mes amis. Ils pensent que tu es soit un méchant secret, soit complètement perdu en matière de parentalité. Cameron esquissa un sourire. Juste, c'est une observation juste, dit-il pendant que la porte se refermait derrière lui. Cameron laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Il regarda autour du bureau, toujours encombré de tasses de café, de livres ouverts et de brouillons abandonnés de poèmes. Il attrapa un carnet et un stylo, s'assit près de la fenêtre, et écrivit sans se soucier du rythme, de la métaphore ou de la ponctuation. Il ignorait s'il était pardonné ou s'il méritait d'être pardonné, mais quelque chose dans le regard fatigué, prudent mais ouvert de Miles, créait un espace où quelque chose pouvait naître. Et pour une fois, Cameron n'essaya pas d'écrire la fin parfaite, il laissa simplement les mots venir tels qu'ils étaient. Cameron n'avait jamais imaginé que les choses deviendraient si domestiques. La plupart des matins, il se réveillait sous une avalanche de textos de Miles, certains sarcastiques, d'autres sincèrement réfléchis, la plupart contenant des liens vers des performances de spoken word obscures, des mèmes sur les échecs de la paternité, et des articles intitulés « 10 pièces de théâtre que tu devrais prétendre avoir lues ». Il répondait à tout, souvent trop rapidement, comme s'il craignait qu'un message manqué ne brise cette nouvelle connexion fragile qu'ils étaient en train de construire.
Il avait commencé à acheter des pièces et à les lire réellement. Top Dog, Underdog, The Wolves, The Flick. Certaines l'ennuyaient aux larmes, d'autres touchaient des cordes encore sensibles en lui. Après une conversation particulièrement piquante sur les maux de dos, il envoya à Miles un lien vers un matelas. Miles répondit « Tu en fais trop ». Cameron écrivit en retour « N'est-ce pas littéralement le boulot ?» Et, pour une fois, il ne le dit pas sur le ton de la défense. Cela faisait du bien, étrange mais bon. Ils étaient entrés dans un rythme, pas régulier ni prévisible, mais avec des moments qui se rapprochaient d'une aisance. Des cafés le dimanche, des textos à minuit, des promenades courtes qui se transformaient en longues déambulations à travers Central Park, où il s'arrêtait pour regarder des musiciens de rue ou s'asseyait sur le même banc où Harper lisait de la poésie. Cameron lui avait montré cet endroit d'un geste discret, sans explication, juste un hochement de tête vers la courbe du chemin et l'excuse de mieux observer les passants. À l'approche de l'anniversaire de Miles, Cameron voulut faire quelque chose de significatif, au-delà d'un autre livre ou d'une nouvelle paire d'écouteurs. Il se rappela du vieux théâtre du centre-ville, celui dont Miles parlait comme s'il s'agissait d'une seconde maison. Exigu, un peu délabré mais débordant de vie, Harper y avait travaillé pendant 1 an lorsqu'elle avait emménagé pour la première fois dans le Bronx, enseignant des ateliers le week-end et aidant à organiser des vitrines d'occasion. Cameron ne l'avait pas su avant récemment, lorsqu'il demanda à Sadie de creuser un peu plus. Il semblait, d'une certaine manière, juste d'honorer cette version d'elle, pas la Harper des vieilles photographies ou celle figée dans la mémoire, mais celle qui se présentait jour après jour pour les enfants des autres. Il trouva un artiste local grâce à un ami et commanda une fresque, pas un portrait exactement, mais plutôt un écho visuel de la ressemblance et du profil de Harper, encadré par des pages de poésie peinte pour donner l'impression qu'elle flottait sur la brique. Elle s'étendait sur le mur du fond de la cour du théâtre. Les enfants qui passaient chaque jour la voyaient, tout comme Miles. Le dévoilement fut décontracté, quelques amis de Miles étaient présents, ainsi que quelques étudiants du programme de théâtre et une poignée d'anciens amis de Harper qui reconnurent son visage avant que quelqu'un ne prononce son nom. Miles resta immobile longtemps, les mains dans les poches, sans parler. Cameron ne poussa pas et attendit. Finalement, Miles dit « C'est son rire ». La façon dont elle avait l'habitude d'incliner la tête en arrière quand elle trouvait quelque chose vraiment stupide. Cameron hocha la tête. L'artiste s'était inspiré d'une vidéo que Sadie avait trouvée, elle était granuleuse mais cela semblait juste. Miles jeta un coup d'œil de côté. « Tu sais, c'est fou, non ? La plupart des enfants reçoivent des cartes cadeaux ou un dîner, moi j'ai de l'art de rue de ma mère décédée, de rien. » Dit Cameron, et cette fois, ils rirent tous les deux. Mais le moment ne dura pas, le téléphone de Mo vibra. Il jeta un coup d'œil, s'attendant à quelque chose de banal, un autre mème ou une mise à jour de répétition. Au lieu de cela, sa posture changea, il regarda plus longtemps que d'habitude, son pouce planant sur l'écran avant de tourner le téléphone vers Cameron. Un seul message brillait, « Vos résultats d'ascendance sont arrivés, appuyez pour voir ». Il n'avait pas parlé du test depuis cet échange maladroit il y a des semaines. Cameron avait supposé que c'était oublié ou ignoré, mais le voilà, attendant, inévitable. Miles hésita, puis appuya sur le lien. Il chargea lentement, trop lentement. Cameron regardait l'écran par-dessus son épaule, essayant de ne pas respirer, lorsqu'un pourcentage apparut, 0. Cameron le ressentit avant que Miles ne prononce un mot, le vide, la recalibration invisible. Miles cligna des yeux une fois, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas mal lu. « Est-ce que c'est faux ?» Cameron ne répondit pas tout de suite, les chiffres ne mentaient pas, il n'avait jamais menti. Il prit une respiration, puis secoua la tête. « Je ne pense pas. » Le silence qui suivit fut le pire, pire que la porte qui se ferme, pire que les semaines sans réponse, ce n'était pas de la colère, juste du lourd. Miles regarda le mural, puis baissa les yeux vers le sol, avant de s'éloigner. Cameron ne le suivit pas, il resta là, les mains inutiles le long du corps, regardant les nuages dériver lentement au-dessus, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Plus tard, lorsqu'il fut de nouveau chez lui, trempé jusqu'aux os, il essaya de comprendre. Il sortit chaque morceau d'information que Sadie avait trouvé, relut chaque email, chaque note, chaque piste qui l'avait amené à croire que ce qui semblait désormais impossible. Harper avait-elle menti? N'avait-elle pas su? Avait-elle protégé quelqu'un d'autre ou simplement elle-même? Il ouvrit un vieux carnet et essaya de l'écrire. Quelque chose à propos des attentes, quelque chose sur la manière dont le silence reconfigure une vie, mais les mots ne vinrent pas, ou, lorsqu'ils vinrent, ils étaient plats, ternes, trop conscients de leur petitesse par rapport à ce qu'ils ressentaient. Il fixa la page jusqu'à ce que les lignes se brouillent dans son esprit.
Harper apparaissait et disparaissait comme un vieux magnétoscope, riant pendant le petit déjeuner, se disputant dans une cage d'escalier, croisant les bras quand elle en avait assez de lui, mais sans être encore partie. Il se rappela qu'elle lui avait dit une fois, alors qu'ils étaient encore nouveaux et pleins d'ambition, qu'elle ne voulait pas construire une vie autour de personnes qui voulaient seulement avoir raison. « Je veux être choisie », avait-elle dit, même si c'est difficile, surtout à ce moment-là. Il n'avait pas compris à l'époque, pas vraiment. À l'étage, la pluie tapotait contre les fenêtres comme si elle portait un message. Cameron la laissa faire, il n'essaya plus d'appeler Miles, sachant que cela ne ferait que l'éloigner davantage. À la place, il attendit, agité et silencieux, espérant que le silence ne durerait pas éternellement. Le silence s'installa, épais et lent, ce genre qui ne semble pas être une punition au début, juste du temps, juste de l'espace, juste de la place pour respirer. Mais à mesure que les jours s'étiraient, Cameron se rendit compte que ce n'était pas de l'espace dans lequel il se trouvait, mais une absence, le genre que l'on ne sait pas comment traverser parce qu'on ne veut rien écraser de fragile. Il continua à attendre le texto qui ne vint pas, le même sarcastique, le check-in inutile, rien, aucun signe de Miles, aucune ondulation dans le lointain, juste un vide temporel qui se transforma en semaine sans que personne ne prononce le premier mot. Il suivait la routine, réunion de conseil, appel avec des investisseurs, conversation polie avec des gens qui ne savaient rien de ce qui comptait. La nuit, il errait dans le condo comme un homme essayant de se rappeler où il avait laissé quelque chose d'essentiel, toujours juste hors de portée, une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer. Il essaya de ne pas appeler, d'offrir à Miles de l'espace, mais cela le rongeait. Une nuit, il se tint dans la cuisine à 2 heures du matin, son pouce planant sur l'application de messagerie jusqu'à ce qu'il cède et tape. La biologie ne change pas ce que je ressens. Puis il la fixa pendant 10 minutes de plus avant d'appuyer sur envoyer. Il n'y eut aucune réponse. Le lendemain matin, il demanda à son nouvel assistant Rick s'il était permis de manquer autant à quelqu'un quand on n'était techniquement rien pour eux. Rick, qui était avec lui depuis moins de 3 semaines et portait encore des mocassins sans chaussettes, leva les yeux de sa tablette et dit « Ça ressemble à quelque chose qu'un père dirait ». Cameron ne répondit pas, il hocha simplement la tête, puis partit tout et passa l'après-midi à errer dans la ville comme un fantôme. Miles, de l'autre côté de la ville, s'était enfoui dans des répétitions et des échéances scolaires. Il n'avait parlé du test à personne, sauf à sa tante Gina, qui avait été proche de Harper et avait plus de contexte que quiconque vivant. Elle vivait dans un appartement étroit au-dessus d'une bodega et sentait toujours légèrement la cannelle et le café. Miles apparut un dimanche sans prévenir, laissa tomber son sac sur le canapé et dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Elle s'assit avec lui sans poser de questions au début, puis, lorsqu'il mentionna enfin Cameron et les résultats, elle hocha la tête comme si elle s'y attendait. Harper était déjà enceinte lorsqu'elle le vit à nouveau. Elle dit qu'ils avaient pris quelques verres, parlé, rien de plus. Elle m'a dit, après que Miles se pencha en avant, les coudes sur les genoux, qu'elle ne lui avait jamais dit parce qu'elle ne voulait pas qu'il revienne pour de mauvaises raisons. Elle a dit que l'amour devait passer avant l'obligation. Il fallut un certain temps pour que cela s'imprègne. Miles ne dit rien pendant longtemps. Plus tard dans la nuit, il fouilla dans l'une des boîtes que Harper lui avait laissées, de vieux carnets, des cartes postales, une copie cabossée de Live of Grace avec un billet de bus glissé à l'intérieur. Sur la couverture intérieure se trouvait son écriture, « Le sang fait les parents, l'effort fait les parents ». C'était daté de 2 semaines avant sa naissance. Il le lut 2 fois, puis encore le lendemain matin. Le lendemain matin, à la même heure, Cameron se tenait devant une porte verrouillée dans un bâtiment scolaire qui n'avait pas vu d'étudiants depuis plus d'1 an, PS 341, désormais en grande partie vidé et attendant un plan de réaménagement constamment repoussé. Sadie avait trouvé le nom dans un ancien annuaire du personnel. Harper avait enseigné le théâtre là-bas pendant 4 ans. Le concierge se souvenait d'elle, disait qu'elle jouait du jazz pendant la préparation du déjeuner et laissait les enfants réécrire Shakespeare et utiliser de l'argot juste pour les intéresser. Cameron resta longtemps dans l'embrasure de son ancienne salle de classe avant de pénétrer à l'intérieur. L'air était encore poussiéreux, légèrement aigre, plein de ce genre de silence qui n'existe que dans les bâtiments vides. Quelques chaises fissurées étaient empilées dans un coin. Sur l'un des murs, quelqu'un avait griffonné une citation à l'aide d'un marqueur effacé, « Dis ta vérité, ou quelqu'un d'autre la dira pour toi ». Il s'assit par terre, jambes croisées, sortit son carnet et commença à lire à haute voix l'un de ses vieux poèmes. Sa voix semblait étrange dans l'espace vide, trop pleine, trop délibérée. Il essaya à nouveau, plus doucement cette fois, laissant les pauses s'allonger. Il se fichait de savoir si quelqu'un entendait, il n'était pas là pour un public. Il lut jusqu'à ce que sa voix devienne basse et fatiguée.
puis il s'arrêta, posa le carnet sur son genou et fixa la pièce comme si elle pouvait lui donner une réponse qu'il n'avait pas encore méritée. Cette nuit-là, il s'assit près de la fenêtre chez lui, regarda les lumières se déplacer à travers la ligne d'horizon et écrivit quelque chose de nouveau. Il n'y réfléchit pas trop, ne polissait pas les lignes ni n'essayait de les rendre astucieuses, il les écrivait simplement telles qu'elles venaient, et lorsqu'il eut fini, il souligna la dernière. « Je ne l'ai pas dérangé, mais j'aurais essayé. Je le ferai encore. » Ce n'était pas une solution, ce n'était même pas un plan, mais c'était quelque chose, une promesse, peut-être même si personne ne le lisait jamais, sauf lui. Quelques jours de plus passèrent, calme à nouveau mais différent cette fois, moins tranchant, plus d'attente que de silence, puis, un soir, alors que le soleil commençait à se glisser de travers entre les bâtiments, Cameron vérifia son téléphone et vit un seul message de Miles. Comment était-elle, vraiment, pas comme dans la mémoire? Cameron ne répondit pas tout de suite par texto, il fixa l'écran pendant une longue minute, puis se leva et attrapa son manteau. S'il devait parler, il voulait que ce soit face à face, cela semblait être le genre de choses qu'on ne devrait pas transmettre par écran. Il y avait encore un espace entre eux, mais peut-être que maintenant, enfin, quelqu'un était prêt à commencer à le combler. Cameron ne tapa jamais de réponse au message, il le lut une fois, puis de nouveau, et au lieu d'atteindre son téléphone, il attrapa sa veste. Certaines conversations n'appartiennent pas aux pixels. Il ne savait pas si se présenter était la bonne décision, mais il avait passé suffisamment de temps à douter de la différence entre l'action et le regret, alors il prit un taxi jusqu'au théâtre, ce même petit espace où il avait entendu Miles prononcer les mots de quelqu'un d'autre et senti son propre passé s'effondrer. Il y avait une collecte de fonds prévue pour cette nuit-là, un événement caritatif avec des performances de l'ensemble jeunesse, les ventes de billets allant vers la programmation estivale et les réparations de costumes et autres choses que Cameron avait déjà discrètement accepté de financer entièrement, mais il n'avait dit à personne qu'il venait, n'avait pas confirmé sa présence, n'avait même pas informé Sadie. Il entra simplement quelques minutes avant que les lumières ne s'éteignent et prit place dans la dernière rangée. La salle était plus remplie que d'habitude, les chaises entassées serrées les unes contre les autres, l'énergie était détendue et bourdonnante du bruit des parents et des amis et de quelques donateurs locaux qui étaient venus en veste qui semblait trop rigide pour l'occasion. Une femme du conseil accueillit la foule, remercia tout le monde pour leur soutien aux arts et s'écarta. Le premier acte fut une courte performance en solo, une adolescente lisant l'un des poèmes moins connus de Harper, quelque chose de calme et sinueux, ce genre de pièce qui ne demande pas d'applaudissements mais les mérite néanmoins. Elle lut lentement, presque en chuchotant, jusqu'à la dernière ligne, puis s'éloigna du microphone. Les lumières ne changèrent pas, personne d'autre ne sortit, un moment de silence passa, puis un autre. Cameron se pencha légèrement en avant. Aucune annonce, aucun mouvement derrière le rideau, juste la tension dans la salle commençant à changer, des murmures, incertain si cela faisait partie du programme ou une erreur, puis Miles monta sur scène. Il n'était pas habillé pour la scène, pas de tenue noire sur noir, pas d'écharpe dramatique, pas de style prêt pour le projecteur, juste un jean, un sweat à capuche gris et des baskets. Il marcha vers le centre, baissa légèrement le pied de micro et ne regarda pas la foule, pas d'abord. Lorsqu'il parla, la salle se tut instantanément. Ce n'est pas la pièce que j'étais censé interpréter, celle-ci ne me semblait plus terminée. Il laissa cette phrase retomber. Puis, sans note, ni téléphone, ni rien à lire, il commença « L'homme qui aurait pu être mon père n'a jamais été le mien par le sang, mais chaque mot que j'ai jamais prononcé venait de lui, même s'il ne le savait pas encore. Il est arrivé trop tard pour me donner mon nom, mais juste à temps pour me remettre un miroir qui ne se fissure pas quand je regarde de trop près. Il est en partie fantôme, en partie modèle, en partie question pour laquelle j'ai cessé d'avoir besoin d'une réponse, et je ne sais pas ce que je suis pour lui, mais pour moi, il est la pause avant que la bonne ligne n'arrive, il est la partie qui ne rimait pas jusqu'à ce que j'arrête d'essayer de la forcer. » La pièce ne fut pas longue, moins de 2 minutes, mais lorsqu'il eut fini, personne n'applaudit immédiatement. Il y eut juste ce moment, petit et lourd, où l'on avait l'impression que même respirer pourrait briser quelque chose de délicat, puis les applaudissements commencèrent, d'abord lentement, puis plus fort, et Cameron n'entendit rien de tout cela parce que, quelque part au milieu, Miles avait levé les yeux et l'avait repéré dans la foule et n'avait pas détourné le regard. Après le spectacle, Cameron n'alla pas dans les coulisses, il savait qu'il valait mieux ne pas s'immiscer dans un moment pareil avec un public qui regardait. Alors il attendit dehors, au coin, où la porte de la scène s'ouvrait sur une ruelle étroite. L'air sentait le trottoir humide et la vieille peinture, mais c'était calme et cela suffisait. Miles sortit quelques minutes plus tard, seul, capuche relevée, sac à dos en bandoulière sur une épaule. Il ne sembla pas surpris de voir Cameron là, mais il ne sourit pas non plus.
Ils se tinrent face à face sans rien dire d'abord. Enfin, Miles déplaça son poids et dit « Tu veux toujours venir à ce terrible Open Mic la semaine prochaine ?» Cameron hocha la tête « Je ne le manquerai pour rien, j'applaudirai même de manière décalée. » Cela fit légèrement relever le coin de la bouche de Miles, qui hocha la tête une fois et commença à marcher. Cameron s'aligna à côté de lui. Ils ne parlèrent pas en quittant la ruelle, ne dirent rien au sujet de la performance, de la foule ou des mots qui s'étaient posés entre eux. Ils marchèrent simplement dans la rue comme s'ils le faisaient depuis toujours, sans hâte, sans plan, laissant la nuit s'étirer devant eux sans avoir besoin de définir ce qu'ils étaient ou n'étaient pas père et fils de sang, pas une famille au sens officiel, mais quelque chose qui avait du poids, quelque chose qui retenait quelque chose de réel. Cameron essaya de ne pas dépasser les bornes. Miles ne disait jamais ces mots à haute voix, ne l'appelait jamais par quelque chose qu'il n'avait pas mérité, mais les gestes étaient là, la façon dont il envoyait un texto lorsqu'il rentrait tard ou comment il attendait un peu plus longtemps lorsqu'ils marchaient ensemble, laissant Cameron suivre son rythme. Il y avait une confiance silencieuse dans la manière dont Miles partageait ses poèmes avant qu'ils ne soient terminés, sans chercher l'approbation, mais les partageant comme si on offrait à quelqu'un un morceau de soi en supposant qu'il ne le laisserait pas tomber. Cameron ne demandait pas plus, il ne poussait pas, il se présentait. Et finalement, cela devint normal. Au printemps, tout semblait différent. La ville s'ouvrait sous la chaleur précoce, Miles avait terminé ses examens finaux, et Cameron commença à se présenter à des événements auxquels il ne s'intéressait jamais auparavant. Des expositions étudiantes, des balades dans des galeries, voire un marché aux puces du week-end où Miles aidait à organiser un stand pour le programme de théâtre. Il se tenait maladroitement entre des chaises pliantes, essayant de ne pas ressembler à quelqu'un qui avait un jour donné un discours d'ouverture à Davos. Rick l'appelait en mode « Papa Langford » et commença à envoyer des liens vers des meuglets affichant « le meilleur presque père du monde ». Cameron ne s'en souciait pas, c'était la première fois depuis longtemps qu'il ne se sentait pas en train de feindre ce qu'il était censé être. La remise des diplômes arriva rapidement, plus vite que Cameron ne s'y attendait. Il ne demanda même pas s'il devait y aller, il acheta simplement un costume, libéra son après-midi et se présenta tôt, bien trop tôt. Il choisit un siège près de l'avant, tenant un bouquet composé à moitié de fleurs, à moitié de ballons éclatants et entièrement trop grands. Une femme derrière lui éternua toutes les quelques minutes à cause du pollen, il lui offrit une menthe, qu'elle accepta comme si elle acceptait la défaite. Lorsque les noms furent appelés, il se pencha en avant dans son siège, suivant la file, regardant chaque étudiant traverser la scène avec cette combinaison de fierté et de maladresse propre aux adolescents qui réalisent soudain que tous les regards sont sur eux. Puis vint Miles. Il sortit, calme et posé, serra des mains, prit le diplôme, sans fioriture, sans révérence, juste un hochement de tête et un sourire, et pendant une seconde rapide, ses yeux se tournèrent vers Cameron et y restèrent. Après la cérémonie, Cameron attendit sur le côté pendant que des amis et des proches se pressaient. Il savait mieux que de se faufiler au milieu. Il s'appuya contre un pilier, tenant le bouquet, semblant essayer de rester décontracté tout en faisant clairement trop. Lorsque Miles finit par s'approcher, il ne mentionna ni les fleurs ni le fait que Cameron avait probablement applaudi le plus fort pendant toute la cérémonie des diplômés. Il lui tendit simplement un petit paquet emballé et dit « Ouvre-le plus tard ». Ils se retrouvèrent à nouveau ce soir-là lors de la célébration, rien de formel, juste quelques amis, quelques proches et des chaises pliantes dans le jardin de Gina, ornées de guirlandes lumineuses. Quelqu'un apporta des empanadas, un autre prépara des brownies découpés de manière inégale, il y avait de la musique jouant trop doucement, et des adolescents qui se dirigeaient vers la ruelle pour parler de ce dont parlent les adolescents. Cameron resta en retrait jusqu'à ce que Miles lui fasse signe de s'approcher. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant la fête, il n'y avait pas besoin. Ce genre de silence entre eux s'était transformé en quelque chose de naturel. Après que la plupart des invités furent partis, Cameron s'assit dans un coin du jardin et ouvrit enfin le cadeau. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée, Harper, beaucoup plus jeune, tenant un bébé enveloppé dans une couverture d'hôpital. L'angle était un peu décalé, comme si quelqu'un l'avait prise à la hâte et le coin du cadre était ébréché. Sous l'image, sur l'acte de naissance, il y avait un espace vide là où le nom du père aurait dû figurer, sans signature, sans supposition. Miles s'assit à côté de lui, les genoux repliés. Il ne dit rien pendant une minute, puis pointa la photo. « Tu peux remplir ça si tu veux, ça n'a pas besoin d'être un nom. » Cameron fouilla dans la poche de son manteau, sortit un stylo et fixa la ligne vide. Il n'hésita pas lorsqu'il écrivit, il n'essaya pas d'être poétique, juste un mot simple, ici. Plus tard dans la nuit, lorsque les lumières s'éteignirent et que les restes furent rangés,
ils se retrouvèrent sur le toit du même bâtiment. Saison différente, l'air était plus chaud, les sons de la rue en dessous flottaient comme s'ils faisaient partie du ciel. Cameron se tint un moment au bord, puis s'assit à côté de Miles sur le rebord où Harper avait l'habitude de s'asseoir. « Elle m'a amené ici une fois, dit-il. Quand nous venions d'emménager ensemble, elle disait qu'elle aimait regarder les lumières s'allumer, disait que la ville ressemblait à une expiration. » Miles posa ses bras sur ses genoux. « Tu penses qu'elle irait bien avec tout ça ?» Cameron regarda la ville, laissa la question se poser. « Je pense qu'elle dirait, je suis encore en retard, mais ça vaut le coup d'attendre. » Ils ne parlèrent plus pendant un moment après cela, il n'y avait pas besoin. Ils regardèrent la ligne d'horizon scintiller dans la nuit, les voitures se déplaçaient comme de lentes étincelles dans les avenues, le bourdonnement de la vie en dessous semblait lointain et constant. Cameron n'essaya pas d'expliquer ce que cela signifiait d'être là, il se contenta d'être, et Miles ne demanda rien de plus que cela. Quoi qu'il en soit entre eux, cela avait pris du temps, s'était fissuré, avait bougé et s'était reconstruit en morceaux. Ce n'était pas propre, ce n'était pas traditionnel, mais c'était le leur, quelque chose n'est non pas du sang ou d'une obligation, mais de la décision de rester, même quand c'était difficile, même quand la ligne était vide. Ils restèrent là longtemps, sans parler, laissant le silence s'étirer entre eux comme une page attendant sa prochaine ligne, non inachevée, juste non écrite pour l'instant. Ils restèrent sur ce toit bien après que le ciel se fût installé dans sa teinte la plus sombre, la brise se leva juste assez pour agiter le bord de la veste de Cameron, et de quelque part dans le quartier, une trompette joua un air que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait, mais qu'ils ne dédaignaient pas d'entendre. C'était le genre de nuit qui ne demandait rien, aucune résolution, aucune performance, juste des présents. Finalement, Miles se laissa tomber contre le béton et regarda vers le haut, fixant le flou doux des étoiles derrière la brume urbaine. Cameron se joignit à lui, la surface fraîche ancrant en lui quelque chose dont il ne s'était pas rendu compte qu'il flottait. Je pensais qu'être élevé par un seul parent signifiait que je devais compléter le reste moi-même, dit Miles après un moment, comme si je devais deviner qu'il me manquait, le recréer, lui donner de meilleures qualités chaque année. Cameron tourna légèrement la tête, incertain de devoir répondre ou attendre, mais Miles continua alors, je n'ai plus l'impression qu'il me manque quoi que ce soit désormais, je sens que c'est suffisant, tu es suffisant. C'était simple, presque trop simple, aucun grand discours, aucun quatuor à cordes pour souligner le moment. Mais Cameron sentit que cela lui faisait craquer quelque chose, non pas de la douleur, juste la libération des années où il avait enterré les choses qu'il se disait n'être pas capable, la version de la famille qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir toucher, tout cela s'apaisa dans ce moment. « Tu sais, » dit Cameron, « je pensais que l'amour était quelque chose que l'on avait ou que l'on perdait, comme une porte ouverte ou fermée. Mais je pense peut-être que c'est plus comme un couloir dans lequel on marche, et parfois les lumières s'éteignent et on ne sait pas où l'on va, mais si tu continues assez longtemps, tu finis par trouver une pièce où quelqu'un attend encore. » Miles ne répondit pas, mais le silence entre eux sembla plus lourd de la bonne manière, comme quelque chose d'enraciné, comme la confiance. Cameron ferma les yeux un instant et pensa à Harper, pensa aux années qu'ils avaient manquées, à l'enfant qu'il n'avait pas élevé, à la femme qu'il n'avait pas pu retenir. Mais il pensa aussi à ses mains recourbées autour d'un petit corps et à la douceur dans sa voix quand elle avait dû prononcer son nom, même si ce n'était qu'au mur. Il pensa à elle qui gardait ses poèmes comme des héritages, ne les vendant jamais autant, ne les enterrant jamais, juste les gardant en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un soit assez vieux pour lire entre les lignes. Elle l'avait aimé de la meilleure façon qu'elle connaisse, et maintenant, toutes ces années plus tard, il apprenait à faire de même. Finalement, Miles se leva, secoua la poussière de son jean et s'étira. « Tu es toujours un idiot, » dit-il en souriant faiblement. Cameron hocha la tête. « Eh bien, je n'avais pas prévu de gagner le prix du père de l'année. » Miles fouilla dans sa poche et sortit la photo maintenant pliée que Cameron avait encadrée plus tôt dans la journée. Il la tendit, non pas comme s'il l'offrait, mais comme s'il voulait que Cameron la revoie. « Tu sais quel mot tu aurais pu choisir à la place de ici ? » ?»« Éclaire-moi, le mien. » Cameron le regarda, pour une fois, ne détourna pas le poids du moment, il la tint simplement, la laissa se déposer. « Je prends ça, » dit-il doucement. Ils redescendirent lentement dans l'escalier, l'air entre eux redevenant léger, pas père et fils au sens traditionnel, sans paperasse, sans titres officiels, juste un garçon qui avait besoin de quelqu'un et un homme qui était enfin apparu. La ville palpitait autour d'eux, les lumières clignotaient dans les fenêtres, des rires résonnaient de quelque part à travers les toits, le bourdonnement de la vie continuait, et ils y marchèrent côte à côte, ne sachant pas à quoi ressemblerait le prochain chapitre, mais certains qu'ils l'écriraient ensemble, un long couloir, une lumière encore allumée et une porte qui n'était plus fermée. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne.
Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émotionnelles comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, j'adorerais connaître vos réactions. Merci de votre attention et à la prochaine histoire.